Voilà, alors, ce qui est important, tout de suite, et je vais commencer par cette question, c'est que vous puissiez nous dire comment les choses bougent, comment dans ces établissements, eh bien, l'innovation est déjà non seulement en place, mais transforme les organisations et de nous faire un petit état des lieux rapide, illustré sur qu'est-ce qui est actuellement en place dans vos établissements, par exemple, pour pouvoir illustrer ça. Donc l'innovation en pédagogie, moi j'ai un peu de mal avec le terme, je le dis franchement. J'ai un terme qui me va beaucoup plus, qui est celle de la transformation pédagogique. Parce que du coup on innove pas pour innover, mais on innove pour quelque chose. Et le centre a pour mission d'essayer de centraliser l'information. J'insiste sur l'information, parce qu'on n'est pas là pour commander aux enseignants ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. En revanche, j'essaie de savoir ce qu'ils font pour essayer d'en faire profiter la communauté enseignante. Ça, c'est important. Et du coup, en effet, les enseignants innovent. C'est juste qu'on n'est pas nécessairement au courant. Et donc voilà, on essaye d'avoir des informations là-dessus. Et donc, ils innovent soit parce qu'ils entendent parler d'un outil, je sais pas, au hasard, ChatGPT, ils essayent, voilà. Ou alors, ils peuvent avoir d'autres casquettes, ils ont un besoin pédagogique et ils peuvent devenir enseignants-entrepreneurs, on pourra en reparler tout à l'heure. Et voilà, ils se lancent aussi dans le développement d'EdTech, du coup. Et voilà. Et à PSL, du coup, on essaye encore une fois de faire vivre la communauté enseignante parce que ils n'ont pas l'habitude de parler entre eux. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et donc, on essaye de créer des temps et des moments d'échange pour diffuser l'information, justement. Je souscris complètement et totalement à tout ce qu'a dit Mathias. Du coup, je ne vais pas le répéter. C'est pas très utile. Mais je vais plutôt prendre le point de vue gouvernance. Ça bouge et ça change parce qu'aujourd'hui, on a des gouvernances qui sont concernées par le sujet de la transformation pédagogique. Merci Mathias d'avoir rappelé que c'est pas de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, là, dans le public, on a des VP numériques et d'ailleurs que je remercie infiniment pour leur présence. Et ça veut dire que quand il y a une gouvernance qui est concernée, les choses vont beaucoup plus vite parce que c'est quand même eux qui maîtrisent les grandes orientations stratégiques des établissements. C'est génial de voir plein d'ingénieurs pédagogiques aller voir dans les salons les solutions, de voir des enseignants aller voir les solutions dans les salons. Sauf qu'après, il y a une chaîne immense, et on en parlera, je pense, après, de temporalité qui est très longue et qui est beaucoup trop longue pour une EdTech. Et donc ça, réduire ce temps-là, ça passe aussi par le fait de voir des gouvernances dans ces salons. Voilà. Alors, justement, Lucie, tu parlais de veille. Est-ce que de manière institutionnelle, quelque chose est organisé pour la veille ou alors comment s'organise cette veille par les enseignants pour nourrir ces transformations en cours ? C'est une question difficile à répondre. Ça dépend des gens. On a des enseignants, et je sais qu'il y en a dans la salle, qui viennent nous voir très souvent avec énormément d'envie et d'innovation pédagogique. Et puis on a des enseignants qui s'en occupent pas du tout. En fait, je pense que les solutions EdTech parlent d'elles-mêmes. Quand une solution fonctionne très bien, il suffit de 3-4 enseignants moteurs qui vont aller disséminer dans leurs composantes ou par les centres d'innovation pédagogique. Voilà, nous, on n'a pas la chance d'avoir un centre aussi puissant à l'Université de Picardie-Jules Verne, mais on a un service d'innovation pédagogique. Et en fait, quand c'est centralisé dans les centres d'innovation pédagogique, ça permet d'essaimer à l'ensemble des enseignants, y compris ceux qui étaient réfractaires, les 5% d'enseignants qu'on connaît très bien, qui sont assez réfractaires et qui veulent rester créé-tableau. En fait, ceux-là, de toute façon, s'y mettent parce qu'ils voient un intérêt évident lorsqu'une EdTech est impactante. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai perdu le fil de ma pensée, pardon. J'ai couru pour venir. Il y a un impact sur... c'est pas que... il peut y avoir des innovations de rupture technologique et il y a aussi des transformations pédagogiques. Si je vous parle de l'HCERS et de l'approche par compétences, ça devrait en faire rigoler certains. Ben, mine de rien, on a les collègues de Challenge Me dans la salle, ça leur parle, quoi. Et donc, en fait, il y a aussi des innovations pédagogiques qui ont un impact. Et sur du coup la relation avec certaines EdTech qui ont compris l'enjeu pédagogique, parce qu'une EdTech qui résout pas une problématique pédagogique, a priori elle s'est trompée de secteur et ça arrive pas souvent, et donc voilà, c'est comment est-ce qu'on est dans le dialogue avec elle et voilà. Alors une question pour Nadia, par exemple, les besoins qui émergent dans les universités, que portent les enseignants, comment les entreprises EdTech peuvent aller
co-concevoir et établir une relation qui ne soit pas une relation de fournisseur, mais qui soit vraiment une relation de partenariat pour pouvoir ensemble faire avancer et des solutions et ces transformations. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour faciliter ces collaborations et ces co-conceptions? C'est une excellente question, merci Yannick. Et ça fait écho à une journée qu'on a passée notamment ensemble avec Lucie hier aux côtés à l'invitation de l'ANR et du SGPI autour de l'ensemble des 17 projets d'MOES, donc lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Démonstrateur numérique de l'enseignement supérieur. Et je vois un collègue dans le fond de la salle qui a un excellent exemple de cette dynamique de co-conception. Donc je sais pas si je peux citer voilà. Donc Germain Forestier qui est dans le fond de la salle, qui est porteur du projet d'MOS de l'université de Haute-Alsace, et la preuve vivante qu'il est possible d'être une université, c'est-à-dire un établissement public d'enseignement supérieur, et de travailler en co-conception d'un outil EdTech au service d'un besoin identifié par l'établissement. Donc en l'occurrence, il travaille avec une petite EdTech au sens jeune EdTech qui s'appelle Cas d'études et qui travaille notamment sur des sujets de remédiation en mathématiques des étudiants, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'on vit quand même dans un pays, mais même dans un monde dans lequel c'est pas parce qu'on arrive dans l'enseignement supérieur, qu'on arrive à l'université, qu'on a absolument tous les niveaux requis en maths, en français ou en d'autres savoirs considérés fondamentaux. Donc ça, c'est possible, et c'est possible de tout point de vue. C'est-à-dire c'est possible à faire, c'est-à-dire à mettre en œuvre, à travailler ensemble, à réfléchir ensemble. C'est possible de contractualiser d'un point de vue donc juridique sur ces bases-là. Et pour moi, c'est l'avenir de la collaboration entre la sphère enseignement supérieur au sens large, c'est-à-dire à la fois établissement public, établissement privé, et les acteurs de la EdTech. Pour moi, les acteurs de la EdTech ne sont pas des fournisseurs de solutions comme Google vous fournit de l'espace cloud, et j'ai rien contre Google, ou comme Renault vous fournit une voiture, ou comme EDF vous fournit de l'électricité. Aujourd'hui, quand on est un acteur de la EdTech, on doit être plus que n'importe quelle autre entreprise d'un secteur économique lambda à l'écoute des attentes de l'écosystème que l'on adresse, de même ses clients. C'est pas un gros mot de dire client, mais néanmoins, on doit être en capacité de concevoir ensemble, parce que dans les établissements, on a une connaissance fine, qui n'est d'ailleurs pas toujours uniforme, mais fine, des objectifs que l'on veut atteindre. Voilà. Merci. Merci beaucoup Nadia. Du coup, je vais enchaîner sur petit 1, l'intégration au consortium de projets, exemple UHA Cas d'études, une solution de co-construction. Petit 2, les achats innovants. Vous avez un guide pratique des achats innovants un peu long, mais très facile à lire, qui a été rédigé par l'État, qui vous permet d'éviter de passer par une mise en concurrence pour des achats inférieurs à 80 000 € pour des services. Petit 3, les partenariats de recherche et développement. Et petit 4, je l'ai oublié. Ah oui, les startups montées en collaboration. Dans tous les cas, ça permet de monter des projets collaboratifs sur lesquels il faut bien s'entendre sur la propriété intellectuelle. Il y a des choses à faire en amont qui sont extrêmement importantes, mais le jeu en vaut la chandelle, parce qu'après, on co-développe des solutions que les EdTech vont pouvoir récupérer et redynamiser dans d'autres établissements, bien entendu. Ouais, je peux parler de ce dont on discute en ce moment avec EdTech France, qui est de dire comment je fais pour savoir si une EdTech qui vient me voir, elle est bien. Alors, elle est bien à plein d'aspects pédagogiques, ça j'y arrive à peu près. Elle est stable financièrement, ça c'est plus compliqué, c'est pas mon domaine d'expertise. Et puis pareil, nos adhérents que sont les établissements côté Anstia, et l'Anstia a des partenaires EdTech entre autres, peuvent avoir la même question. D'accord, voilà, vous amenez à tel événement telle ou telle start-up EdTech, pourquoi vous le faites, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, etc. Donc je crois qu'il y a aussi une responsabilité des regroupements à faire un peu de curation. On a quand même deux grands types de EdTech. On a les acteurs très connus du marché, qui sont a priori fiables puisqu'ils sont là pour certains depuis une dizaine d'années. Et ils sont bien visibles.
Et puis il y a les nouveaux, parce que encore une fois, il y a l'IA générative qui est arrivée, donc il y en a peut-être une dizaine qui développent un outil sur l'IA générative. Et alors là, pour choisir entre les 10, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, on a ces associations, je pense, qui ont aussi un rôle à jouer dans la mise en commun entre les établissements au niveau institutionnel pour faciliter les achats, et puis pour une recommandation métier. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis parce que hier, j'étais interpellé par le CLO d'un très gros groupe français qui me dit le salon, qui est représentatif du marché et des acteurs du marché, c'est tellement de propositions que c'est illisible, c'est incompréhensible. Et il nous disait, mais il nous faudrait une learning expédition, un fil rouge pour nous permettre d'aller repérer celles et ceux qui correspondent à nos besoins. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça et est-ce que vous avez ce même ressenti au niveau des établissements et comment est-ce que EdTech France peut vous aider là-dedans? Alors, je vous laisse réfléchir et je réponds à comment EdTech France peut aider là-dedans. Pour le coup, c'est assez récent, mais une des missions d'EdTech France, c'est d'accompagner, y compris, alors on va pas jusqu'au terme Learning Expedition que je trouve un peu presque prétentieux pour la modalité de mise en œuvre, mais en tout cas peut vous accompagner sur ce salon par exemple ou d'autres sur lesquels les adhérents sont présents dans une espèce de parcours qui va être préparé en amont en fonction de vos besoins. Donc en gros, vous venez vers EdTech France, vous dites, voilà, je suis tel établissement. Moi, ce qui m'intéresse cette année, c'est d'avoir un panorama rapide de tout ce qui se fait en IA générative, parce que c'est le buzzword d'absolument partout. J'étais au BET la semaine dernière, c'était pareil. Donc soyons décomplexés là-dessus, ou sur tel ou tel type de sujet. Et l'association est en capacité de vous préparer à un parcours de découverte au sein du salon. En revanche, j'insiste sur un point, et pour que le propos de Mathias soit pas mal compris, le rôle d'EdTech France, ce n'est pas de vous dire telle boîte est une bonne boîte avec laquelle vous pouvez travailler et telle autre boîte n'est pas une bonne boîte avec laquelle vous ne pouvez pas travailler. Donc typiquement, sur les sujets de stabilité financière, de pérennité espérée, enfin de probabilité de survie ou de je ne sais quoi, c'est pas notre job. Je pense que c'est assez facile à comprendre, mais j'insiste bien là-dessus. Donc en général, quand vous demandez quelque chose sur une techno, un usage, on va systématiquement vous proposer plusieurs acteurs en fonction de vos besoins évidemment. Parce qu'il y a des acteurs qui sont en capacité de répondre aux besoins de Sorbonne Université et de ses 40 000 étudiants, et d'autres moins, ou d'autres qui sont plus adaptés à l'ESR public ou l'ESR privé en fonction de... Bon, voilà. Donc, ça, c'est une première partie de la réponse. Bon deuxième partie de la réponse, c'est une question qui sera posée à Mathias, parce que je pense que votre centre a beaucoup à apprendre aux autres. Deuxième partie de la réponse... on s'est posé la question dans le rapport qu'on a rédigé et qu'on a rendu à l'État hier, qui sera rendu public à la fin du mois, un rapport sur la collaboration entre l'enseignement supérieur et la EdTech. On s'est posé la question de la labellisation, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait labelliser ou en tout cas sélectionner des EdTech, et la réponse a été tout de suite et unanime, non, surtout pas. Et je regarde Nadia parce qu'on en a vu beaucoup discuter, et la réponse est unanime, non, surtout pas, parce que la multiplicité des acteurs, c'est aussi la flexibilité et l'élasticité des offres. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça que les EdTech aussi avancent dans le déploiement de leurs solutions. Et alors, la question que je vais poser à Mathias, c'est... Il y a quand même concrètement, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que les universités, et vous voyez que là d'ailleurs 3 personnes sur 4, et Nadia est une ancienne, sont des universités publiques qui sont donc régies au code des achats publics. Et le code des achats publics, concrètement, il vous dit, vous allez voir une solution au salon Learning Tech, vous voulez cette solution-là, et après, il va falloir remettre en concurrence cette EdTech avec laquelle vous avez envie de contractualiser, parce que nous sommes soumis aux règles d'achat public. Alors, Mathias, la question qui tue, est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous avez des choses? On a déjà parlé de quelques solutions, l'intégration consortium, les achats innovants ou les partenariats recherche et développement, mais peut-être à d'autres billes à nous apporter. Alors, en toute transparence, comme toujours, sur l'aspect juridique, je vais avoir du mal à vous répondre parce que je contracte pas directement, donc je suis pas au fait de ce que tu décris, même si j'en ai connaissance partiellement. Moi, la question à laquelle je vais peut-être répondre, du coup, c'est comment on fait pour choisir, en fait.
Et une fois qu'on a choisi, alors en fait, il y a cette question de comment on fait une expérience dans une université. Parce que là, on parle peut-être d'un contrat à l'échelle de l'université. Mais en fait, avant de passer au niveau de l'université, il faut bien qu'on commence avec une proof of concept, comme on dit dans le jargon. Et puis peut-être deux même, parce que tester un outil dans un seul cours, ça nous dit peut-être pas grand-chose sur une offre de formation d'une dizaine, d'une centaine de cours. Donc voilà, la réflexion à laquelle on est, soit en tant qu'Anstia, soit en tant qu'université, c'est de dire, bon, ben, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour monter une expérimentation? Quelles sont les variables qui permettent de dire que là, cette EdTech répond bien à la problématique pédagogique? Est-ce qu'on est d'accord sur les variables qui nous permettent de dire, bon, ben là, OK, on a suffisamment de données pour tenter une deuxième expérimentation? Et la question qui va avec, et je crois que c'est un peu dans la suite de la discussion, c'est comment on finance tout ça, évidemment. Bien sûr, et c'est quels sont les points de blocage qu'il faut absolument lever pour accélérer ces transformations, parce que on voit bien, il se passe beaucoup de choses. L'expérimentation, le stade de découverte, d'expérimentation fonctionne a priori assez bien. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Comment est-ce que de plus en plus et d'enseignants, d'établissements et donc d'élèves, d'étudiants peuvent bénéficier de ces transformations? C'est ça la vraie question. Alors, c'est encore une excellente question, décidément. En fait, ça fait écho à un échange qu'on a eu hier avec, dans la journée à laquelle je faisais référence tout à l'heure, avec un panel assez important d'établissements, et où on s'est effectivement interrogé, discuté sur ce point. Le premier point qui remonte de la part des établissements, c'est la difficile adoption des expérimentations faites par un petit nombre d'enseignants par le reste de la communauté éducative. Donc, dans une université, on parlait de projet DEMO-ES tout à l'heure. Un projet DEMO-ES dans une université, on va dire moyenne de 40 000 étudiants, c'est quelques dizaines d'enseignants qui vont participer au projet. Et quand je dis quelques dizaines, c'est quelques petites dizaines, quoi. Donc, en gros, c'est une dizaine, une vingtaine, allez, une trentaine d'enseignants. 50 quand vraiment le projet est très ambitieux, mais voyez bien que une université de 40 000 étudiants, en face, globalement, vous avez à peu près 1500, 2000 enseignants-chercheurs. Donc, quand vous en avez embarqué 50, c'est pas mal, mais vous êtes quand même très loin du compte. Et ce que les établissements nous disent quand on discute de ce sujet-là, c'est on a beaucoup de mal à embarquer les autres. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. C'est quand même pas très difficile. Les équipes, Mathias le dira lui-même, mais les équipes des directions d'innovation pédagogique, de transformation pédagogique, c'est quelques dizaines d'agents. Hein, une très grosse, d'ailleurs, université de Caen qui est pas là ce matin. C'est la plus grosse en France. Ils sont un peu plus de 50 et ils sont assez conséquents. Enfin, ils sont vraiment, ils sont bien dotés, diraient d'autres établissements. Mais quand vous avez 15 agents dans une direction de la pédagogie, embarquer 2000 enseignants, vous voyez bien que c'est quand même un job qui est un peu chronophage, quoi, on va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est le premier retour que les établissements font. C'est en gros, passer à l'échelle, c'est bien, mais si on n'a pas les enseignants avec nous, ça n'a pas de sens. Après, il y a effectivement des questions qui sont liées aux modalités de contractualisation et au modèle économique. Alors, sur les modalités de contractualisation, ça fait souvent un peu peur, etc. L'arsenal existe, l'arsenal juridico-administratif existe. Il suffit d'avoir des services de la commande publique qui sont coopératifs, c'est-à-dire qui sont des problem solvers, hein, qui sont là pour apporter des solutions à l'enseignant qui porte le projet, à la direction support ou centrale qui porte le projet. Ça, je dirais que c'est pas un problème. Enfin, ça pourrait être l'objet d'une autre table ronde, mais là, on n'a pas le temps. Les modèles économiques, c'est un autre sujet qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que quand vous choisissez un partenaire technologique pour travailler sur un projet, si je peux me permettre un conseil, le premier truc auquel vous devez vous intéresser, c'est le modèle économique en run, c'est-à-dire en dehors de la période du projet qui est souvent subventionnée par l'État, dans laquelle il y a des modalités qui sont très facilitantes. Mais une fois que votre période de financement est terminée, l'objectif, c'est que votre projet, il continue de vivre. Et là, ça devient votre problème. C'est-à-dire, vous n'avez pas les X millions de l'État pour financer le projet qui vont vous permettre de financer la pérennité de la solution. Donc, il y a la solution de l'UHA dont je parlais tout à l'heure, qui est un dispositif de co-conception, de transfert de propriété intellectuelle de la société partenaire, en l'occurrence cas d'études, vers l'établissement, ce qui ne retire absolument rien à la boîte qui, elle,
a son produit, a d'ailleurs son produit amélioré, entre guillemets, puisque ayant bénéficié de cette collaboration avec l'établissement. Donc là, ça c'est un sujet qui est réglé. Mais si vous retrouvez avec quelqu'un qui vous a accompagné dans votre projet avec quelque chose qui est sa brique techno sur étagère et qui a un modèle économique basé sur la licence, bah vous retrouvez un problème considérable. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en général pas de budget de fonctionnement qui va vous permettre de payer vos X 1000 licences par an. Et là, vous êtes bloqué. Donc, premier truc, c'est y penser dès le départ. Et ça, normalement, si vous y pensez dès le départ, vous êtes en tout cas dans une capacité de discussion, de négociation, de trouver des solutions pour imaginer l'avenir. J'ai complètement débordé. Non, mais ça illustre bien. Parce qu'on est là aussi pour essayer d'ouvrir des portes et de donner des... Non, peut-être pas des solutions, mais en tout cas des conseils pour essayer de trouver à terme des solutions à ces situations-là. Bon, en 15 secondes alors. En 15 secondes, vous savez que les établissements publics sont pour la plupart en déficit, voire tout juste à l'équilibre. Donc, gros problème financier, modèle économique extrêmement important. Cher EdTech, montrez aux établissements que vous êtes en capacité de leur faire économiser de l'argent. Chère gouvernance d'établissement, construisez des solutions qui permettent d'économiser de l'argent. Je sais que c'est votre problème de tous les jours. Quand on hybride une formation, on peut faire économiser beaucoup d'argent, vraiment. Et là, aujourd'hui, le gros problème de toutes les universités, elles vont venir vous voir, elles vont dire « oui, mais on n'a pas d'argent ». Et faites-les construire un modèle économique qui leur permette d'économiser en hybridant sans jamais altérer la qualité de la réussite étudiante, bien entendu. Et puis, chez EdTech, vous travaillez peut-être avec un autre ministère qui est celui de l'Éducnat, où on parle de solutions open source, de commun numérique. D'autres personnes en parleraient beaucoup mieux que moi, mais j'ai découvert ce concept assez récemment et il m'intéresse beaucoup. C'est comment est-ce qu'on permet à un marché de vivre, un marché économique de vivre, tout en disant qu'on travaille avec le service public, donc avec des codes ouverts qui permet l'innovation, qui permet de développer de meilleures solutions et où tout le monde s'y retrouve et où nos universités publiques qui n'ont pas les moyens du privé peuvent travailler avec vous à co-concevoir, parce qu'en effet, moi, quand des startups viennent me voir en me disant j'ai un super outil en expérimentation, est-ce que tu veux tester ces temps? Sauf qu'en fait, c'est temps pour accéder à l'outil et puis c'est temps, jours passés par mes ingénieurs pédagogiques pour essayer de comprendre la solution et aider la startup à développer l'outil. Donc là, en effet, il y a une réflexion et on a plusieurs associations dont EdTech France, dont l'Anstia, qui peuvent réfléchir à des programmes en fait pour dire au EdTech, en effet, la co-construction, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que, ben oui, je sais que tu démarres, mais en fait, tes premiers clients vont pas nécessairement t'apporter des finances, mais vont t'apporter de l'expertise métier qui va te permettre de faire l'outil dont tu as besoin de tes futurs clients. Donc voilà, je pense qu'il y a des réflexions à avoir là-dessus. Merci Mathias, merci Lucie et Nadia. Je pense qu'on peut vous applaudir. Ce sont que des pistes, mais ça va faire avancer les choses.